Maintenant, la question, c'est est-ce que Trump il est en train de la faire à l'envers à tout le monde ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas comme un narratif, comme organisé et synchronisé pour essayer de détruire le mouvement MAGA de Trump? C'est-à-dire de couper la tête de ce mouvement-là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, vous savez, les nouvelles parlaient de cette histoire du vote au Congrès. Okay? Comme quoi, ils auraient passé un vote pour la publication des dossiers Epstein. Sauf que, apparemment... Alors, donne toute la nouvelle quand même. En fait, la nouvelle qui avait fait jaser, c'était que tous les républicains avaient voté contre. Quoi? Tous les républicains sont contre la publication du dossier Epstein. Ça, c'était les gros titres. Vas-y, je te rends la parole. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les gens qui jusqu'à là disaient on va sortir, tout ça, blabla, que là, ils ne voulaient plus? Eh ben, il se trouve que dans ce même vote qui était préparé par les démocrates, il y avait dedans quelque chose qui faisait que si cette bloc d'articles était voté, les démocrates prenaient tout pouvoir au Congrès. Et cette offre venait en paquet avec la sortie des dossiers Epstein. Donc, les républicains avaient le choix entre voter pour la sortie des dossiers Epstein et abandonner le Congrès, ou voter contre en essayant d'exposer ce qui se passe. Et qu'est-ce que les médias ont fait? Ils ont fait ce piège-là, clairement, et ils ont dit, regardez, les républicains ne veulent pas que ça sorte, etc. Et on dirait vraiment qu'il y a comme un narratif qui est en train d'être construit, comme quoi Trump cache les dossiers d'Epstein et qu'il est impliqué dedans et qu'il ne veut pas que ça sorte. Tu vois? Les médias mainstream essaient de dire ça, mais maintenant, je vois aussi beaucoup de médias alternatifs qui pensent ça aussi. Tu vois? Personnellement, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que, justement, déjà, je vais vous laisser un républicain, un congressman républicain, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ce vote. Sa parole, elle a peut-être plus de poids que la mienne. Apparemment, les gens disent que les républicains ont voté contre la divulgation des dossiers Epstein. C'est faux. Laissez-moi vous expliquer cela. Un vote sur la question préalable est essentiellement un vote procédural. Et cela reviendrait à céder la Chambre des représentants aux démocrates pour qu'ils en prennent le contrôle. Cela signifie qu'ils peuvent imposer tout ce qu'ils veulent à l'ordre du jour, y compris des destitutions. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Jamais dans l'histoire de la majorité, personne n'a voté sur la question préalable pour céder la parole au parti minoritaire. Ne vous laissez pas manipuler. Personne n'a voté contre la divulgation des dossiers Epstein. Les membres ont voté contre la question préalable que les démocrates ont créée comme un piège afin de pouvoir la transformer en un tissu de mensonges et l'utiliser contre les républicains. Assurez-vous de comprendre les votes procéduraux et ce qu'ils signifient, et je serai ravi de vous expliquer si vous avez des questions. Donc, du coup, est-ce que les républicains, etc., ils ont trahi Trump et ils veulent pas ou ils bossent avec Trump pour cacher les dossiers Epstein? Et moi, c'est pas l'impression que j'ai, en fait. Donc, si on ajoute là-dessus le fait que, merci à Quadriage Traduction, super traduction, si on ajoute cette information, Trump tente d'étouffer l'affaire Epstein, mais l'intérêt explose. 1200% de recherche, 1200% de plus de recherche sur Google. Voilà. Donc, tu te dis, toute cette stratégie qui a commencé avec la prise de tête entre Musk et Trump, où Musk a sous-entendu que Trump était impliqué, est en train de porter ses fruits, parce que nous, on a la même position depuis le début de cette histoire. C'est un cirque pour attirer l'attention, pour que tout le monde regarde de ce côté-là. Et Trump l'a déjà fait, l'effet Barbara Streisand, il connaît parfaitement Trump, il s'en sert tout le temps. Donc, je ne pense pas que dans ce cas précis, Trump est en train de nous la faire à l'envers. Je vais donner tous les éléments et après on discute. Okay. Si Trump voulait nous la faire à l'envers, pourquoi Trump serait celui qui permettrait l'arrestation de Jeffrey Epstein? Premièrement. Parce que Jeffrey Epstein a été arrêté sous Trump, alors que jusqu'à là, il courait librement, en toute impunité. Et si ça continuait, peut-être... Il a même été arrêté et relâché pour que dalle. Oui, plein de fois. Donné une peine bonbon. Ouais. Et donc, pourquoi
l'arrêter, attirer toute cette attention pour mettre l'attention dans ce sujet, alors que s'il laissait faire, c'était déjà posé le truc. Il n'y avait pas de problème. Tu vois? Et pourquoi il dirait des choses comme celle-ci qui viennent, je ne sais pas quand, je n'ai pas les dates exactes, mais il avait dit ça. Pensez-vous vraiment que les Clinton sont impliqués dans la mort de Jeffrey Epstein? Je n'ai aucune idée. Je sais qu'il a pris son avion 27 fois, alors qu'il a déclaré ne l'avoir pris que 4 fois. Donc, il parle de Bill Clinton. Mais quand on a vérifié le registre du vol, Bill Clinton, qui était un très bon ami d'Epstein, y est noté environ 27 ou 28 fois. Alors, pourquoi a-t-il dit 4 fois? Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que Bill Clinton est allé sur l'île? Parce qu'Epstein avait une île. Et ce n'était pas un endroit très recommandable, d'après ce que j'ai compris. Moi, je n'y suis jamais allé. Donc, il faut demander, est-ce que Bill Clinton est allé sur l'île? Si vous trouvez la réponse à ça, vous saurez beaucoup de choses. Merci à tous. Donc, pourquoi il dirait ça s'il était impliqué dedans et s'il était tenu dedans? Pourquoi il tournerait les feux de projecteur dans cette direction-là? Alors, d'autant qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le faire sauter, Trump, depuis 2016 qu'il est président. Donc, si jamais il y avait effectivement des preuves concluantes comme quoi il était allé... Ça, on l'a déjà dit 1 million de fois. Hein. Celui qui avait des preuves concluantes selon lesquelles il était allé sur l'île, elles auraient déjà été sorties. Donc, tu as d'autres éléments? Parce que moi, j'ai deux, trois bricoles à Est-ce que... allez-y, le reste, on peut le prendre. J'ai un élément, mais ça va être un élément purement, je vais me placer... sur la place de ceux qui sont critiques de Trump et qui ne sont pas du tout initiés au truc. Trump, il a voulu draguer un mouvement qui était en plein essor, et ce mouvement, c'était le mouvement surnommé QAnon, d'accord? Les complotistes, etc. Et il y avait un peu un mélange de tout. Les thématiques récurrentes qui ont été abordées par ces mouvements, il y avait un certain nombre, et notamment les dossiers Epstein. S'ils voulaient récupérer entièrement et pleinement le mouvement QAnon, machin, etc., et les draguer, il est forcément obligé d'aller par là. C'est ce que lui dirait son conseiller. Alors voilà, moi, ça c'est la réponse qu'il peut. Alors moi, sur ça, j'ai un gros problème déjà, c'est parce que Trump, il n'a pas approprié le mouvement Q. Trump a permis à sa création. Avec tous les clins d'œil, les synchronicités avec Q, etc., etc., Trump a fait partie de tout ce narratif. Tu vois? Donc, je ne pense pas que Trump essaye de récupérer quoi que ce soit. Je pourrais facilement dire qu'il est en train d'initier quelque chose plutôt que d'essayer de le récupérer. Parce que si tu parles de récupération, du coup, ça laisse toujours la question, mais alors du coup, d'où vient ce mouvement Q, avec notamment toutes les confirmations qui ont été données par Trump et tout ça, tous ces documents qui étaient quand même souvent en spot-on, quoi, très très pointilleux sur un certain nombre de questions. Donc ouais, je complètement de l'avis de Léo là sur ce coup-là. Et j'ai aussi un truc pour ajouter sur ce que tu viens de dire, Rudy. Il y a des gens comme Flynn. Flynn, dans cette période même, il fait des posts comme le suivant. Il dit, Donald Trump, c'est pourquoi que j'ai dit que l'affaire Epstein n'allait pas disparaître de sitôt. Prenez de l'avance. En gros, get ahead of it. C'est faites avec, quoi. Nous voulons soutenir chaque parcelle de votre combat pour sauver l'Amérique. Personne d'autre plus que moi. Les enfants ne seront pas maltraités par personne. Aucune catégorie ou classe de personnes ne devrait jamais s'en tirer en abusant des enfants. Trop, c'est trop. Il faudra rendre des comptes, soit ici sur Terre, soit au port de l'enfer, où j'attendrai ceux qui abusent d'un enfant. Et il appelle John Thune et Speaker Johnson de mettre les troupes en ligne immédiatement. Genre, Flynn, ouais. il reste concentré sur le truc, tu vois. Et il appelle à une mobilisation, là. Et Flynn, c'est pas n'importe qui, encore une fois. C'est pas parce qu'il se fait discret dans toute cette évolution-là que peut-être justement qu'il est devenu discret ces derniers temps parce qu'il est en train de faire des choses, tu vois. Bah ouais, au moins, je veux dire, n'étant pas en politique, il peut dire ce qu'il veut sans qu'il y ait des conséquences politiques et de compte à rendre à personne. Il a sa liberté d'expression. Il y a plusieurs éléments que moi j'aimerais ajouter. Donc dans ça, tout ce qu'on raconte, c'est dans la continuité de ce qu'on a raconté la semaine dernière déjà sur le sujet. Et la semaine dernière, il y a un truc assez évident qui nous a échappé. Et il y a des gens qui m'ont écrit pour me le dire. En fait, ils ont complètement raison. D'ailleurs, il y a plein d'analyses qui sont allées dans ce sens-là. Quand on parlait du sacrifice de Kash Patel, à savoir, oh là là, dis donc, Kash Patel, maintenant, il est compromis parce qu'il est clair que Epstein ne s'est pas suicidé, s'est pendu tout seul dans sa cellule. OK ? Donc,
il y a un truc évident qu'on n'a pas mentionné, c'est le fait que c'est l'hypothèse de Epstein, toujours en vie, et dans un programme de protection des témoins. Et ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui le pensent, et c'est vrai que ça ferait du sens. Le sens, j'en discute là tout de suite après. Donc voilà, donc merci aux gens qui m'ont écrit pour me pointer cet oubli. Aussi, voilà, faut pas oublier un truc. Moi, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille cette semaine, c'est quand... Comment il s'appelle l'acteur ? Kaiser Soze, Kevin Spacey. Kevin Spacey qui est, je veux dire, pour l'instant, je crois qu'il a été condamné en Grande-Bretagne pour des histoires de trucs sexuels dégueux, tout ça, quoi. Mais il y a des trucs très très bizarres autour de ce personnage. Il y a déjà rien que trois personnes qui ont été clintonisées là, qui ont dit ouais, Kevin Spacey, il a abusé de moi, et qui sont morts dans la semaine ou quelque chose comme ça, juste avant de témoigner ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses très bizarres sur Kevin Spacey. On se souvient de cette photo qu'on avait déjà passée à plusieurs reprises dans des lives de Kevin Spacey et Ghislaine Maxwell qui sont assis sur le trône de la reine d'Angleterre ou quelque chose comme ça, un truc très très protocolaire sur lequel t'es pas supposé mettre tes fesses, et eux genre ils se prenaient pour les rois du monde, ce qui témoignait quand même d'une forme de complexité très avancée entre Kevin Spacey et Ghislaine Maxwell, qui, donc on le rappelle, Kevin, voilà, c'est cette photo là. Qui brise tous les protocoles, c'est-à-dire que c'est une insulte envers la royauté à ce que le cul de quelqu'un comme Kevin Spacey et Maxwell aille s'asseoir sur les fauteuils royaux. Tu vois, royal... Bref. Et donc là, le message qui est envoyé, c'est on est les rois du monde, on gère, et tu fais pas une connerie de ce niveau avec un inconnu, tu le fais avec vraiment je veux dire, quelqu'un avec qui t'as une proximité dans les idées. Bon, Kevin Spacey, celui-là, il a dit cette semaine, ouais, il faut sortir les dossiers Epstein, moi je suis le premier concerné, sortez-les, comme ça on verra que je suis innocent, et que finalement il y a que des gens qui ont quelque chose à se reprocher qui vont être contre cette sortie. Sous-entendu, Trump, parce que la figure principale qui s'oppose aujourd'hui à cette publication, en tout cas publiquement, c'est Trump. Donc là, je veux dire, ça a tilté. Et du coup... Et ça n'a pas que tilté dans ma tête. Il y a des gens qui ont repris cette analyse. J'ai été satisfait de voir que j'étais pas tout seul dans ma tête avec ça. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces 4 dernières années ? Ces 4 dernières années, c'était administration Biden. Alors avec possiblement une dévolution qui reste quand même une théorie qu'on peut imaginer, mais dont on n'a pas du tout les détails. Quand bien même elle serait vraie, on ne sait pas exactement les détails de la nature de cette dévolution. Mais ça veut dire qu'on a eu un département de justice qui était dans les mains des démocrates pendant ces 4 dernières années. Démocrates qui savent pertinemment, en lisant la salle, que l'affaire Epstein, si jamais c'est bien ce qu'on croit, ça va être un clou massif dans leur cercueil. Et voilà. Et là, ils ont 4 ans, le département de justice. Avec qui comme procureur, s'il vous plaît ? Maureen Comey, donc la fille de James Comey, ancien directeur du FBI, mouillé jusqu'au cou dans l'affaire Russiagate et compagnie, qui était aussi procureur sur l'affaire Puff Daddy, P. Diddy, qu'on a vu dernièrement. Et voilà, donc l'affaire Epstein, le procès de Ghislaine Maxwell et l'affaire truc P. Diddy, là. Donc, son mari aussi est impliqué, donc South SDNY, South District of New York, là. Bon, bref. Est-ce que l'hypothèse que en fait ce dossier il a été manipulé, magouillé, n'est pas une hypothèse qu'il faudrait prendre au sérieux. Ils ont eu 4 ans pour le faire, et là maintenant d'un coup d'un seul, tous les gens qui semblent être mouillés disent sortez le dossier Epstein, sortez le dossier Epstein. Avec qu'est-ce qu'il nous dit Trump? Il nous le dit noir sur blanc, il nous dit c'est un hoax, comme le Russiagate, comme le style dossier. Les démocrates, c'est des champions de ça, c'est-à-dire de créer des fausses preuves pour impliquer des gens qui n'ont pas à être impliqués. Donc si jamais le dossier effectivement a été modifié, ça expliquerait pourquoi tous les démocrates y crient pour que ce soit qu'il soit publié. 2, ça expliquerait aussi la réaction de Trump et sa position sur ces choses-là, donc qui suscite quand même un certain problème, au niveau de sa base, comme ça a été signalé. 3, si jamais les dossiers ils sont faux, que finalement là il y a une liste, mais que cette liste elle a été magouillée, qu'elle a été truquée. Imaginez un peu, il sort la liste. Ok, sur la liste, il y a marqué que Nikolai il est sur la liste, et que Nikolai le 1er juillet 2017 il est allé sur l'île d'Epstein, et que Nikolai il dit mais non, regardez, le 1er juillet 2017 j'étais pas en émission, j'ai un alibi noir sur blanc, je veux dire il y a des images de moi, il y a des photos de moi, il y a des tonnes de preuves et des quantités de gens qui peuvent témoigner que j'étais pas sur cette île. Tout le dossier s'effondre. Tout le dossier Epstein s'effondre. Donc il y a aussi, si jamais c'est faux, ouais, vas-y. Oui, il y a aussi l'autre hypothèse par rapport à le fait de sortir les documents qui ont été manipulés, qui ont passé entre les mains de censeurs en quelque sorte. Si tu sors aujourd'hui dans le contexte actuel tout un dossier complètement caviardé comme c'était pour le cas pour certains documents, vous savez,
Vous avez l'intitulé et tout le reste, c'est les barres noires. Imagine la réaction du public. Imagine la réaction du public. Mais ils l'ont fait, ça. Hein. Ils ont sorti des trucs qui étaient barrés. Ils l'ont fait, c'était très décevant. Moi, je peux vous proposer une autre option. Ah, ok, vas-y, mais après je termine, parce que j'ai pas fini. Vas-y, termine du coup. Termine, parce que je vais aller ailleurs, moi. D'accord. Alors, du coup, si jamais ces dossiers ils sont pas fiables, qu'est-ce qui serait fiable pour la sortir, cette affaire Epstein? On te ressort Epstein. En fait, il était dans un programme de machin de témoins, tout ça. Maintenant, il va témoigner et tout ça. Et là, d'un coup d'un seul, tout leur plan, là, parce que là, ils peuvent pas reprendre leurs paroles, hein, les démocrates. Si même on te ressort Epstein, en fait, Epstein, il était pas mort, il était encore en vie. Les gens qui ont dit, les Kevin Spacey de ce monde, qui disent, ouais, libérez le dossier Epstein, ils vont pas dire, finalement, non, on n'est plus intéressé, on n'en veut plus, faites attention. Voilà. Par-dessus tout ça, il faut rajouter qu'il y a eu des nouveaux développements qui ont eu lieu aujourd'hui sur l'affaire Epstein. Trump, il a sorti un truc sur Twitter en s'adressant à Pam Bondi, donc au département de justice. Il a dit, puisque tout le monde est complètement hystérique sur cette affaire Epstein, j'autorise Pam Bondi à sortir tout. Alors, les termes sont assez, pose question. Donc, il parle d'un grand jury, il parle des preuves d'un grand jury. Voilà, mais en gros, il invite Pam Bondi à publier toute une liste de documents fiables. Exactement. Ça, c'est une petite nuance qui est importante. Donc, pour faire la lumière sur cette affaire. Donc, est-ce que, moi, aujourd'hui, si je devais parier, ce qui s'est passé, c'est ça. Dossier modifié par les démocrates, qui pensent qu'ils ont le contrôle sur la situation. Trump, il les appâte, du genre, ah non, je veux pas les dossiers Epstein. Les démocrates, sortez les dossiers Epstein, sortez les dossiers Epstein. Et en fait, il avait prévu le coup depuis le début, comme c'est souvent le cas avec Trump. Je peux te donner un truc qui est un petit peu, moi, Youhou Trump est un peu, quand même intelligent Trump, tu vois. Vas-y. Musk et Trump lancent cette opération de communication pour que tout le monde s'intéresse au dossier. Les autres en face, ils voient que, c'est inévitable. L'intérêt du public, etc., etc. Et donc, du coup, c'est ça qui les motive à aller modifier, truquer les dossiers Epstein et dire, tu veux les sortir, très bien. Alors là, voilà. Tu vas sortir ça. La possibilité de le faire. Et attends. Non, ils n'ont plus la possibilité. Le FBI, il est encore corrompu jusqu'à l'heure. C'est pas parce que Cash Patel... Il y aurait des taupes et puis une Maureen Koenig. Mais on parlait de ça, que toute l'administration Trump, ils ont un énorme ennemi qui est l'État profond, comment tu dis, administratif, quoi. Tu vois, celui-là, il est encore là. Tu vois, tu peux changer la tête, mais ça ne veut pas dire que tout le monde en dessous va obéir sans problème. Et on a vu des coups de rébellion du FBI, de la CIA, etc. Et donc, du coup, Musk et Trump lancent ce coup de marketing. Les autres en face, ils disent, oh putain, on ne va pas pouvoir l'éviter, alors vas-y, on joue tout pour le tout. On essaye de les faire passer pour ceux qui ne veulent pas sortir les dossiers et on leur met un coup de pression pour récupérer le Congrès. Et donc, du coup, ils leur tendent ce piège. Bien sûr, les républicains votent contre, ils profitent pour dire, regardez, machin, Trump. Ils veulent détruire la réputation de Trump. OK? Parce que justement, entre-temps, ils ont changé les dossiers, peut-être ce que tu disais, Rudy, tu vois. Et dans tous les cas, peut-être que c'est Trump qui leur a tendu un piège avec cette histoire de Musk et que eux, ils sont entrés dans le piège avec les deux pieds et ils commencent à jouer la surenchère, tu vois, pour recevoir une surprise comme celle que tu viens d'annoncer ou peut-être une autre. Mais les gars, moi, je garde en tête cette histoire que les militaires sont inévitables, comme a dit Q. C'est-à-dire que si on donne du crédit à cette histoire-là, il faut la donner dans toute l'histoire, pas ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse là, c'est que Q explique que le système juridique est tellement corrompu qu'à un moment donné, premièrement, les tribunaux seront militaires parce que le département de justice, on le voit, on l'a vu depuis combien de temps, et il est totalement corrompu. Et aussi les pouvoirs politiques. Donc, les militaires sont inévitables. Voilà, en gros, l'idée. Donc, moi, je garde ça en tête et je veux dire, on a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, on est au stade de l'observation. Il ne faut pas passer dans l'extrême de « Trump se fout de notre gueule, etc. etc. » parce que, encore une fois, Epstein, ce n'est pas le petit dealer du coin de la rue. Tu vois, Epstein, le dossier Epstein peut déclencher une guerre mondiale. Dans la semaine. C'est une émanation des services secrets, donc ce qui reflète une forme d'infiltration des services secrets étrangers au sein de tous les départements américains, qui n'est pas forcément
Mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que c'est eux les boss. Le principe même des services secrets est là, il est secret pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est ça que ça montre en fait. Parce que c'est tous les services secrets occidentaux qui sont mouillés comme c'est pas permis. Et ils peuvent le faire parce qu'ils sont secrets. Oui, pardon, Rudy. Oui. J'ai deux petites choses. Non, pas pardon. Et j'ai deux petites choses que je voudrais rajouter. Déjà, cette histoire de Maureen quand même, qui a été virée aujourd'hui. Faut voir où ça va nous amener. Si elle a été virée et qu'on apprend qu'elle a été que c'est pour des fautes graves, mettons qu'elle a vraiment mal fait son boulot, elle était corrompue, elle était achetée, un truc comme ça. Il y a des gens, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qui affirment qu'on pourrait rejuger un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire Puff Daddy, P. Diddy, sur laquelle elle était procureure. Donc c'est vrai que le timing de cette histoire de P. Diddy avec ce qui se passe maintenant, je suis pas sûr de bien comprendre encore, mais à mon avis, il n'est pas anodin. Si, en fait, il est très simple. Si un juge s'avère corrompu, toutes les affaires qu'il a jugées sont remises en question. C'est aussi simple que ça. Alors elle est procureure, mais petite correction. Mais oui. Je pense que ça s'applique aussi. Représentant de l'État, c'est encore pire. C'est l'accusation, quoi. Donc ça veut dire que si jamais il y a des preuves qu'elle a cachées justement pour, donc ça pourrait être un des points. Non, mais ça veut dire que si elle l'a fait une fois, ça veut dire qu'elle a pu le faire d'autres fois. Donc ça veut dire il faut maintenant checker toutes les affaires de ce procureur. Et du coup, ils peuvent être mis en question. Sachant que son père est en investigation depuis la semaine dernière, on a appris que son père était sous investigation criminelle pour ces histoires de Russia Gate. Donc son père, ancien directeur du FBI, comme on l'a déjà mentionné. Obama Gate, tout ça, quoi. Ouais. L'autre truc, moi, que je voudrais dire, c'est que ça fait combien de temps que ça a commencé cette histoire? Donc ça a commencé avec l'embrouille entre Musk et Trump, mais il y a eu une grosse, pour moi, le gros événement déclencheur, c'était quand Trump, il a dit non, circuler, il n'y a rien à voir, et que Kash Patel et que Dan Bongino, ils ont dit non, il n'y a pas de problème avec donc ça, c'était il y a 10 jours, à peu près. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, et je me le dis à moi-même, ça aussi, parce que je suis content, je ne suis pas tombé dans le panneau cette fois-ci, c'est que en 10 jours, est-ce que vous avez conscience de la quantité de nouvelles informations qui sont venues se greffer sur ce narratif initial et comment toutes ces nouvelles informations peuvent nous faire voir cette histoire sous un angle complètement différent ou en tout cas nous faire perdre des certitudes que salaud Trump et tout ça. Voilà, juste, je pense que des affaires comme ça, des situations comme ça, va y en avoir de plus en plus et que cette règle de quand il y a quelque chose qu'on comprend vraiment pas, au lieu de se faire une dépression nerveuse en disant tout est foutu, prenons le temps. Prenons ces 10 jours là, c'est très très sain comme attitude, je pense. Voilà, je vous recommande ça. Moi, je vois ça comme avant d'aller dans cette direction-là, je vous propose. Il y a une question que je me posais, les gars. Cette histoire de Q, parce que l'idée, c'est maintenant on discute un petit peu de tout ça, où on en est aujourd'hui avec le chemin qu'on a parcouru jusqu'à là, et on se permet de réfléchir librement. Et on n'est dans aucun tiroir. On est des êtres humains. Okay? Je me posais la question. Il y a cette idée du Q, le plan avec genre Trump qui collabore avec Poutine, avec Xi Jinping, monde multipolaire, toutes ces choses-là. Okay? Moi, un jour, je suis tombé sur les posts d'un certain Alexander Dugin, qui est, Nicolas, si tu peux décrire qui il est, ce serait cool parce que tu le connais mieux que moi. Alexander Dugin est un philosophe, sociologue, politologue russe, le père ou le porteur du moins de l'idée de l'eurasisme et du monde multipolaire, qui, à force des événements, s'est retrouvé par moments très très proche du pouvoir du Kremlin et par moments plus éloigné parce que parfois réellement ce qu'il disait résonnait réellement dans la politique russe. Parfois un peu moins. En tout cas, c'est une personne très très influente de ces 20, peut-être 25 dernières années en Russie, qui est suivi par énormément de gens et qui est écouté des États-Unis jusqu'à la Chine. C'est pas lui qui a perdu sa fille dans des circonstances bizarres il y a pas longtemps? C'est ça. Non, mais dans un attentat organisé. Sa fille a été assassinée. Et donc, pourquoi je me suis dit, tiens, lui, il est intéressant? Parce que c'est le seul au monde actuellement que je connaisse qui aborde la question Baron Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça quelques mois, on avait parlé d'un post de lui, comme quoi il saluait Baron Trump en tant que le futur empereur des États-Unis et de l'Angleterre. Okay? Quelque chose comme ça. Et c'est le seul que j'ai vu comme ça. Et donc, du coup, je gardais un œil. Et ce gars-là, jusqu'à présent, il accordait du crédit à ce que Trump faisait
Et il accordait beaucoup d'importance au mouvement MAGA. Il voyait ça comme une opportunité. Et je me dis, si Q existe, si le plan existe, il y a collaboration entre Trump et Poutine et tout ça, il devrait avoir quelque chose d'équivalent en Russie aussi. Où il devrait avoir, ces gens-là, ils devraient connaître un peu de Q aussi. Parce que si ils ne connaissent pas, ça veut dire que Q, c'est quelque chose qui s'adresse uniquement à ceux qui se posent des questions, mais du côté de l'Occident. Tu vois? Et donc, du coup, j'ai posé la question, Nico, est-ce que Q, aujourd'hui, est-ce qu'il y a du monde qui parle de Q? Est-ce que le QAnon et tout ça, c'est connu en Russie comme c'est connu ici? Bah alors, plusieurs choses. J'ai commencé à rechercher dessus. J'ai remarqué que des tas d'articles anciens à propos sur ces sujets ne sont plus trouvables, ni même sur Web Archive, ni sur rien. Erreur 404, comme vous savez. Et j'ai trouvé donc des gens un peu à certains commentateurs un peu, comment dire, les historiens un peu officiels, etc., qui parlaient des QAnon et des théories de Q, mais genre de manière générale. Et seulement un groupe Telegram qui s'appelait les QAnon Russie, mais au-delà de ça, très très vide. Très très vide. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est voilà les commentateurs qui justement après, tu sais, après en 2021 quand il y a eu l'attaque du Capitole, bon du coup il y a beaucoup de monde qui se sont intéressés, donc ils sont à partir de ce moment-là ils en ont parlé comme étant une théorie conspirationniste, etc. Mais sinon c'est vide la Russie à propos du Q. Alors du coup c'est Alexander Dugin qui gardait un œil de ce côté-là, il faisait des petits clins d'œil sur toutes ces choses. Maintenant, ces derniers jours, il se met à faire des publications comme celle que je viens de lire là. Je souffre vraiment des événements actuels aux États-Unis parce que je me sens profondément solidaire de MAGA. Totalement désintéressé. Le peuple américain a commencé à prouver qu'il est vivant, digne, intelligent et sain d'esprit malgré l'élite mondialiste totalement corrompue. Il est brutalement trahi, le mouvement MAGA. Je serais très heureux si les États-Unis devenaient un État civilisé fondé sur les valeurs traditionnelles américaines, à l'écart de l'Occident libéral postmoderne décadent. Je croyais au MAGA en tant que pouvoir capable de changer de direction de l'histoire de la décadence à la renaissance. Je suis donc déçu et triste pour Trump. Peut-être qu'il s'en remettra encore. À l'heure actuelle, il s'enfonce de plus en plus dans le marais, abandonnant sa base, perdant toute crédibilité. La politique, c'est une idéologie, une histoire des idées. Ce n'est pas du business as usual. Business comme d'habitude. Donc, et j'ai vu ces autres posts. J'ai pris celui-là parce que c'est le plus équilibré. Tu vois, c'est à la fois, il pointe du doigt et à la fois, il dit que c'est récupérable. Tu vois. Mais je le vois, lui qui connaît l'histoire, je le vois, il commence à dire... Alors, c'est pas parce que... Enfin, je ne suis pas dépendant de sa pensée. Je pense de façon indépendante. Mais je me pose la question, la même. Pourquoi Q n'est pas connu plus que ça en Russie? Pourquoi il n'y a pas quelque chose d'équivalent en Russie s'il y avait une opération militaire, collaboration, blablabla? J'ai réfléchi à ça. Ouais. Déjà, là où les États-Unis, là récemment, ils attendaient leur homme providentiel dans le visage du Trump et aussi par l'intermédiaire de médias comme Q, qui a fait monter la mayonnaise, etc. Les Russes, globalement, ils étaient en train de le vivre depuis 2000, depuis l'avènement au pouvoir de Poutine. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le nier, même s'il y a de moins en moins de Russes qui soutiennent Poutine comme avant, par exemple. Il est toujours vu comme un homme providentiel qui a pris un pays en ruine et qui lui a donné une renaissance. Voilà. Il est toujours vu comme ça. Donc, en réalité, il n'y a pas de nécessité au sein de la population russe de vivre un complot interne. Genre, comme quoi le pouvoir n'est pas tenu par des gens qui sont des traîtres à la nation. On ne le voit pas comme ça en Russie. Les Russes ne le sentent pas comme ça. Le sentiment patriotique en Russie, il est très très grand et le pays, il se développe plus ou moins vite, ça c'est relatif. Et il y a aussi l'autre aspect, ça c'est pour parler de Dugin, c'est que s'il y a effectivement une opération et que, comme Q il dit, les ennemis peuvent être des amis, d'accord? En termes de communication entre les services secrets et notamment les dirigeants, il n'y a pas que la discrétion qui compte. Il y a aussi les jeux de posture et les jeux d'apparence. C'est-à-dire qu'aussi bien Dugin que Poutine, ils comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas aller parfaitement dans le sens de Trump, parce qu'aller parfaitement dans le sens de Trump nuit à Trump. Une posture de traître. Ouais, nuit à Trump et à Poutine. Et à Poutine. Ouais.
Après, il y a une chose qu'il faudrait rajouter, c'est que voilà quoi. Les sites de Q Alert et compagnie sont sur Internet, consultables par tout le monde et par n'importe qui. Peut-être pas en Chine, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment la nécessité d'aller, d'avoir un Q russe ou en tout cas russophone, parce que voilà, il parle anglais aussi bien que tout le monde en 2025. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on aurait eu la justification d'une opération similaire pour expliquer des choses qui concernent directement les Russes, comme par exemple le conflit avec l'Ukraine. Mais des quelques interventions du pouvoir, notamment du pouvoir militaire russe, je veux dire, ils s'en cachent pas. Ceux qui disent ce que les QAnon disent sous le sceau de la conspiration, c'est-à-dire on pouvait pas, l'Ukraine ne pouvait pas, la Russie ne pouvait pas tolérer l'Ukraine, l'OTAN à sa frontière, que en Ukraine il y a un certain nombre de choses quand même, les biolables, les trafics, les machins et tout ça. Eux, ils se font des conférences de presse en mode genre militaire officiel, tout ce que tu veux, avec les porte-paroles du gouvernement, qui te disent ce genre de choses là. Donc, en fait, il n'y a pas nécessité d'avoir cette espèce de discours parallèle, genre pour les initiés. C'est ça. Ouais, je pense il l'amène à l'ONU, voilà. tu vois ce que je veux dire. C'est les arguments qui sont posés par les gens qui suivent Q par moment MAGA, ce sont des choses que les Russes posent directement à l'ONU, tu vois, au grand jour. C'est juste que bon, et vu qu'ils on peut dire bénéficient d'un grand discrédit, mais... Et Dugin, ce post de Dugin, est-ce qu'on a la date? Parce que s'il a été fait il y a 3 jours, tu vois, tu peux comprendre qu'il se serait fait avoir peut-être par espèce de narratif du genre oh là là, Trump il veut pas publier si jamais il a regardé les républicains. Maintenant, s'il est fait aujourd'hui avec les nouvelles informations qu'on a eues, c'est moins compréhensible. Donc la date me semble pertinente. C'est moi ou il y a une histoire de focus avec toi, Reddy? T'es un peu plus j'ai l'impression que je suis flou. Attends 2 secondes. Tu n'es pas clair. Il faut que tu te focalises, Rudy. Tu n'es pas clair. T'es flou, je trouve. Dans ta façon de... Attends, je désautofocus et je manual focus. Même si Dugin, il a une grande... Déjà, au-delà, on a parlé des postures à prendre, des façons de s'exposer. Mais si Dugin, c'est un grand penseur russe, on peut le dire, et il n'est pas forcément au fait de tout, il ne comprend pas forcément les stratégies géopolitiques, militaires, toutes dans leur ensemble. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Tu vois, un exemple là, très très rapidement. Trump, il a dit, ouais, je vais mettre 500% de taxes sur les gens qui achètent du pétrole russe ou qui font des produits avec le pétrole russe, etc. Bon, ça a duré quelques jours. Au final, ils vont prendre des sanctions, ça va être 100% de taxes et ça va être dans 50 jours. 50 jours, c'est la fin de l'été. 50 jours, c'est-à-dire que la période où toutes les offensives se font. Quelque part, il y a une première lecture où tu te dis, il continue à fournir les armes à l'Ukraine, etc. Il continue à soutenir et tout. Mais quand tu regardes objectivement, il dit, la Russie, vous avez 50 jours pour accomplir vos objectifs militaires, mais après ça, c'est bon, on ferme la boutique. Et plus que ça, en plus, les armes qu'il va fournir à l'Ukraine, qui étaient censées être fournies gratuitement par l'administration Biden, il va les faire acheter par l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne va acheter les armes américaines pour les donner à l'Ukraine. Mais ça, c'est juste pour rire. Mais tu vois, ces différents degrés de lecture. Drôle, hein. Voilà, tiens, genre, il a dit, ouais, je vais annoncer un truc super violent par rapport à la Russie. Il a annoncé un truc et je dis, on vous donne 2 mois encore et après, on va en reparler, quoi. Et Dugin, avec toute son intelligence, peut pas être bon absolument partout. Je pense pas. Comme personne ne l'est. Personnellement, je pense qu'il fait partie des gens qui ont une intelligence très rare. Personnellement, je pense. Et c'est pour ça que je l'écoute avec humilité. Les gars, moi, ce que je veux dire juste, c'est que est-ce que Trump est un gentil? Est-ce que Trump est un méchant? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, je vois que mon cerveau essaye désespérément de comprendre ce qui se passe dans le détail parce que juste c'est la peur, en fait, tu sais. Je vois les grandes lignes, mais le détail, je ne peux pas le comprendre, on ne peut pas le comprendre. Donc, je me suis dit, on a dit ce qu'on avait à dire sur l'histoire, maintenant on essaie de voir ce qui se passe. Et en ce qui me concerne, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à là, ce qui est en train de se passer, c'est très cohérent, tu vois. Donc, je ne suis pas vraiment déçu que ça ne sorte pas encore, c'est pour ça, souvent... Après, est-ce que je suis en train de dire que Trump va sauver le monde et blabli et blabla et qu'on devrait se mettre à genoux devant lui et tout ça? Non plus.
Et le problème que j'ai maintenant, c'est que si je parle de ces choses-là et je prends le côté de Trump et je dis, bah écoute, Trump, il est en train de faire ce qu'il peut dans l'histoire et pour l'instant, il se débrouille pas mal, je dirais, tu vois. Mais si je dis ça, j'entre tout de suite dans le tiroir de ceux qui... voilà, on va pas utiliser des termes... J'ai un conseil à te donner. On va continuer à n'avoir rien à foutre des tiroirs dans lesquels les gens nous mettent. Non, moi, j'en ai rien à foutre. Mais parce que je pense que tu l'as compris maintenant. Mais ce que je dis là, c'est que j'ai pris conscience à quel point c'est deux... Enfin, il y a deux tiroirs là, tu vois. Et il faut que tu ailles dans l'un des deux. Eh ben non, en fait. Moi, je trouve que ce que Trump est en train de faire là, ce n'est pas du foutage de gueule. En ce qui concerne l'affaire Epstein, etc., c'est juste la situation est tellement complexe et je comprends que ça soit pas fait du jour au lendemain et puis arrestation et machin. Maintenant, je comprends. J'ai grandi avec le temps, j'ai pris le temps de réfléchir, analyser, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant que je considère que Trump va sauver le monde, etc. et qu'on devrait... Non, en fait, moi, je pense qu'on devrait suivre le chemin de la souveraineté. La souveraineté individuelle. Bah, c'est le chemin sur lequel, voilà, quoi, ça fait quand même bientôt 5 ans qu'on est sur cette ligne-là, clairement initié par toi. Moi, j'ai fini par, tu vois, quand même être convaincu par la nécessité de reprendre notre autonomie à tous les niveaux, autonomie intellectuelle, autonomie alimentaire, autonomie médicale, autonomie tout ce que tu veux. Et, faire au mieux, en tout cas. Ouais, bien sûr, faire au mieux. Oui, non, je suis loin d'arriver au compte. Mais le truc, c'est que à l'avancer dans cette direction, ça te permet de trouver une ancre dans cette espèce de tumulte généralisé, quoi. C'est bon, moi j'en ai marre de me faire balloter par le Trump il a dit ça, c'est cool, et la semaine prochaine Trump il a dit ça, c'est triste, et ma vie c'est de la merde et je vaux plus rien. Non, c'est bon, moi je continue à faire mon chemin dans un sens, enfin dans ce sens-là, et de toute façon, quoi qu'il se passe, je pense qu'effectivement ça nous apporte collectivement calme, sérénité et paix de se focaliser sur les véritables questions de ok, et moi au milieu de tout ça, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux grandir, qu'est-ce que je dois apprendre au milieu de tout ça, c'est quoi. ça, hein. Et voilà, j'en ai marre d'être balancé comme le bouchon là, tu sais, là, sur de la canne à pêche là, sur le lac là, au gré du vent. Et donc cette sérénité là, je pense qu'elle est essentielle, surtout pour les années qui viennent. Nico, vas-y. Mais tu sais, en parlant de ça m'a fait sourire dans les recherches quand je suis allé chercher les messages, enfin justement les trucs en rapport au Q en Russie. Il y avait ces derniers messages qui datent de 11 mois, tu vois, du groupe QAnon Russie. Et je me suis dit, ah non, celui-là, il m'a fait bien sourire. Parce que voilà, je vais vous le lire. Au liqueur, les amis, restez proches de votre voix intérieure. Écoutez votre cœur. Fondez-vous dans la folie générale et trouvez la vérité à travers ces parties les plus sombres. Ne vous perdez pas dans ces processus. Devenez un phare pour les âmes perdues en ces temps de grands changements. Et c'était 11 mois. C'est marrant parce que si on faisait la même chose dans un mois, le truc, il serait disparu, quoi, le message. Ouais, c'est cool. J'aurais dû le mettre à l'écran. Ça m'a fait sourire. De cette histoire de phare, depuis le début, c'est ce qu'on dit aussi, en fait. Je pense que cette idée de phare, parce que le phare, il sert à quoi? Il sert à éclairer les bateaux qui sont sur les eaux lors de la nuit et de la tempête, en fait. Tu vois? Voilà, et les phares, ils sont de nature solitaire, puisque tu mets pas 5 phares sur le même rocher, c'est inutile, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées avec cette idée de phare, et le phare, ça a été pendant longtemps notre mascotte, en fait, tu vois. Il y est dans le clip, etc. Et on reste sur cette idée. L'objectif, ce n'est pas de devenir des propagandistes de Trump. L'objectif, c'est de devenir des phares pour éclairer. Pour éclairer quoi? Éclairer avec amour, humilité, patience notre environnement. Tu vois, pas avec des doigts qui pointent et de l'arrogance et de j'avais raison et t'avais tort, tu vois. Et du catastrophisme. La quantité de catastrophisme. Moi, franchement, je suis très déçu par beaucoup de médias alternatifs qui, dès qu'il y a une grenade qui pète quelque part dans le monde, ils te disent c'est la fin du monde et la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, cette espèce de peur, on a une responsabilité, merde, quand même. Je vous ai sorti une Manuel Valls pour ceux qui connaissent. On a quand même, je sais pas moi, cette nécessité d'essayer de garder nos... Si jamais depuis 2020, il n'y avait pas eu
des gens, et on a essayé de faire partie de ces gens-là, qui avaient apporté un petit peu de sérénité, un petit peu de paix, un petit peu de lumière, un petit peu de stabilité, je veux dire, on se serait tous foutus en l'air, quoi, à vivre au jour le jour sur, et moi j'ai contribué à ça, hein, sur ah là là, il s'est passé ça, lui il a dit ça, Q il a dit ci, machin, le Trump, les élections. C'est-à-dire, quand on dit ces choses-là aujourd'hui, on le dit avec beaucoup d'humilité et de respect pour ceux qui continuent dans ce chemin, parce que nous-mêmes on est passés. Et donc cette histoire de catastrophisme, il se trouve un chemin obligatoire dans le complotisme. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu te réveilles, la première chose que tu vois, c'est la saloperie, en fait. Et c'est tellement choquant de prendre conscience de cette chose à l'extérieur que tu peux rester bloqué dessus, en fait. Et du coup, peu importe, tu regardes que ça à la fin. Et le truc, c'est que ça, c'est l'ombre. OK? Mais si tu regardes que ça, tu regardes du mauvais côté. Parce que le soleil est de l'autre côté. Tu vois? Donc, mais est-ce que ça veut dire que l'ombre n'existe pas et que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Moi, excuse-moi, là, il fait chaud. Je veux marcher avec mes chiens. J'aime marcher à l'ombre des arbres. Est-ce que c'est une mauvaise chose, l'ombre? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que c'est une chose que de regarder l'ombre. C'est une chose de regarder les choses qui vont pas, de les regarder droit dans les yeux, de pas faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est ça, littéralement, c'est ça, regarder l'ombre. Ouais. Mais c'en est une autre de justifier, après ça c'est mon interprétation, pour faire du clic, tout le catastrophisme, parce que le catastrophisme ça se vend mieux. Il y a des gens derrière qui ont leur santé mentale qui est en jeu, et voilà, il y a des gens, ils deviennent des prisonniers des structures qu'ils construisent eux-mêmes. Ouais. Tu vois? J'ai pas compris. Ils bâtissent... Et il y a des gens qui deviennent prisonniers des structures qu'ils construisent eux-mêmes. Et qu'ils dénoncent, tout en les dénonçant. Voilà. Au début, tu veux dénoncer, donc tu fais mais tu sais, Nico, que passe, etc. Mais après, à un moment donné... sache que nous faisons exactement cette même chose-là à des niveaux différents. Et du coup, si on dit cette chose-là, moi, personnellement, quand j'entends ces choses intelligentes, je me dis, tiens, ça, c'est pas con. Je vais essayer de le faire.